La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis les terribles attentats qui ont frappé la France ces dernières années, il s'est trouvé de drôles de sociologues, heureusement assez rares et isolés, pour entonner les discours rodomonteurs de certains responsables politiques. Face à de tels actes, il ne s'agirait plus de comprendre, car ce serait déjà excusé. Curieusement, ce sont pourtant les mêmes sociologues antisociologiques et responsables politiques anti-intellectualistes qui se sont empressés de prétendre tout expliquer par un mot-clé, radicalisation. Avec force, échelle, diagramme, code couleur, chemin, baromètre, pyramide, ils ont rapidement imposé dans le débat public une manière caricaturale d'appréhender un phénomène social extraordinairement complexe, le processus de radicalisation. Et s'ils l'ont fait avec autant de succès, en coproduction avec des médias avides d'explications rapides, d'infographies schématiques et de récits de vie spectaculaires, c'est en grande partie parce que ces bricolages théoriques purement spéculatifs ne reposaient sur aucun matériel empirique, aucune enquête d'envergure n'ayant tout simplement été menée sur la question. D'où l'importance du travail inédit que font paraître les politistes Laurent Bonelli et Fabien Carrier. Ils sont ce samedi les invités de la suite dans les idées. Laurent Bonelli, bonjour. Bonjour. Fabien Carrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux spécialistes de sciences politiques, politistes, comme on aimait dire ici. Laurent Bonelli, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Nanterre, et Fabien Carrier, chargé de recherche au CNRS. Et donc vous publiez tous les deux La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français, un livre qui est publié aux éditions du Seuil et qui présente les résultats d'une enquête originale, aux deux sens du terme, original parce que tout simplement elle présente des résultats qu'on ne connaissait pas, mais original aussi du fait du dispositif de recherche que vous avez mis en place et dont on dira deux mots tout à l'heure. Et pour dialoguer avec vous dans la deuxième partie de l'émission, on s'appuiera sur une production que France Culture a donné à entendre à ses auditeurs au printemps dernier, au mois de mai, d'abord sous la forme d'un podcast et puis ensuite dans le cadre de l'émission qui a hébergé cette production, Les Pieds sur Terre. Cette production de Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand, elle est toujours disponible sur le site de France Culture, on y reviendra tout à l'heure. Et ce podcast, Ma fille sous influence, racontait une histoire particulière, un cas précis, qu'il sera intéressant d'exposer aux deux sociologues qui ont travaillé, eux, sur les 133 dossiers de mineurs qui ont été poursuivis entre 2012 et 2017 en France pour ces faits de violence djihadiste. Donc, vous avez exploré la totalité, au fond, de ce matériau. Et de ce point de vue-là, votre enquête, Laurent Bonelli, est totalement inédite. Jusqu'à présent, on avait des éclairages, on avait certains travaux qui reposaient sur des entretiens menés avec des repentis, par exemple. On avait différentes choses éparses, fragmentaires. Là, vous avez, vu sous un angle particulier, mais enfin eu accès à un échantillon qui peut paraître petit, et d'ailleurs il faut s'en réjouir, mais qui est exhaustif, Laurent Bonelli. Alors, effectivement, le dispositif d'enquête, il est né, si vous voulez, en 2016. En fait, on a eu la chance, tout simplement, dans le contexte, il y avait tout un intérêt public pour la question de radicalisation, et la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'époque, donc, elle a lancé un marché public que nous avons eu la chance de remporter, qui nous permettait d'avoir accès aux dossiers judiciaires d'un certain nombre de mineurs suivis pour radicalisation ou poursuivis pour des affaires de terrorisme. Bon. Donc, vous l'avez dit à l'instant, c'était quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu accès donc à tous les dossiers de ces mineurs poursuivis pour terrorisme. Il y en a à peu près 68 qui ont été poursuivis sur cette période-là, et un échantillon, là pour le coup, d'autres mineurs qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse pour des affaires pénales ou civiles plus ordinaires, mais signalés par les éducateurs pour des comportements radicaux. Il y avait à peu près au total 900 dossiers en 2016. Donc on a pris tous ceux pour les affaires de terrorisme et une sélection pour les autres, puisque on le
verra, c'est des choses assez répétitives dans une certaine mesure. Et à partir de là, on a eu accès à tout ce qu'ont écrit les éducateurs, les psychologues de l'institution, qui mènent des enquêtes au long cours sur ces mineurs, avec des entretiens répétés, 4, 5, 6 entretiens parfois, des entretiens avec les parents, des visites domiciliaires, c'est-à-dire en réalité, la justice des mineurs, on le sait, est extrêmement intrusive, elle produit énormément d'informations sur les individus qu'elle suit, donc on a eu accès à l'intégralité de cette information, qui n'est évidemment pas une vérité d'évangile, puisque... Et c'est pas une enquête sociologique, ce sont des enquêtes qui relèvent du travail administratif, en l'occurrence. Tout à fait. Et donc on s'est donné les moyens d'essayer d'utiliser sociologiquement ce matériau, notamment le contrastant, en faisant maintenant une 60aine d'entretiens avec les gens qui avaient produit ces documents, de sorte à comprendre à la fois ce qui n'était pas dedans, qu'est-ce que vous écrivez pas, qu'est-ce que vous dites pas, de sorte à pouvoir comprendre les biais d'écriture, les biais institutionnels d'écriture. Alors, c'est un dispositif qui a évidemment des biais, mais pas plus qu'un certain nombre d'autres dispositifs d'enquête sur ces questions-là, et qui a eu l'avantage de nous permettre d'accéder au plus près d'histoire familiale, d'histoire scolaire, d'histoire de migration de ces jeunes, et donc d'essayer de comprendre les logiques qui étaient derrière leur passage à l'acte ou leur engagement. Alors ça, c'est le dispositif original d'enquête qui est le vôtre. Mais Fabien Carrier, il y a aussi un contexte dans lequel vous avez mené ce travail. D'ailleurs, Laurent Bonnelly le rappelait, c'est suite à un appel d'offres de la protection de la jeunesse qui intervient dans un contexte particulier, post-attentat, avec une nécessité pour les pouvoirs publics de comprendre une situation, une demande aussi sociale très très forte des citoyens français, des médias, beaucoup de paroles intempestives qui reposent sur peu d'éléments d'information puisqu'on ne les a pas. Donc ça veut dire que quand on est sociologue, on doit prendre en compte tous ces éléments de contexte, et vous faites dans votre travail également un effort de déconstruction de cette situation. Vous avez une attitude par rapport à cette situation extraordinairement réflexive, Fabien Carrier. Oui, alors il y avait effectivement une demande très très forte et presque une forme de fébrilité de la part des institutions et dès le début de l'enquête... Très compréhensible par ailleurs. Par ailleurs, tout à fait. Dès le début de l'enquête, une volonté de la part de beaucoup d'acteurs qu'on a pu voir et interroger de nous voir identifier les facteurs qui pouvaient expliquer véritablement la formule. Voilà, tout à fait. Il s'agissait de trouver la formule qui permettrait de comprendre comment on devient un djihadiste en 3 mois et évidemment pour trouver des solutions. C'était ça la demande. Exactement. Et toute une des difficultés précisément, ça a été aussi de mettre à distance ce genre de discours et ce genre de demande en expliquant que nous ne sentions pas outillés pour le faire et que c'était de toute façon pas l'enjeu pour nous. Un des enjeux importants de cette enquête-là, ça a été effectivement aussi une logique de déconstruction initiale. On a beaucoup insisté finalement sur plusieurs choses. La question de la radicalisation, de la radicalité, c'est toujours une question, une procédure relationnelle en définitive, qui à la fois implique, en l'occurrence des mineurs, ces individus qui s'engagent ou pas d'ailleurs, mais qui mobilisent aussi un vocabulaire éventuellement provocateur lié la question du djihad. Mais c'est aussi souvent les parents qui s'inquiètent dans un contexte très particulier qui de fait est inquiétant. Favorise précisément l'inquiétude et des institutions. Là en l'occurrence la protection judiciaire de la jeunesse et les institutions judiciaires qui vont en signalant, en enregistrant, acter de la dangerosité potentielle de ces mineurs-là. Voilà. Il fallait prendre en compte toutes ces choses-là et ces questions et ces rapports en fait entre ces différents éléments pour analyser le processus proprement dit et éventuellement les logiques d'engagement quand il y en avait ou pas. Alors ce mot de radicalisation, vous le prenez de front, Laurent Bonnelly, d'ailleurs on le retrouve pas sur la couverture, vous préférez parler de radicalité, même si c'est un mot compliqué. De fait, la radicalité politique, c'est pas facile de le définir. On parle pas du parti radical valoisien, en l'occurrence. On parle d'une chose dont à la fois on sait ce que c'est, et en même temps on sait pas trop ce que c'est. Alors, pourquoi on a écarté typiquement radicalisation? Pour une raison très simple, c'est que c'est aujourd'hui un terme qui est complètement pollué. C'est-à-dire, c'est à la fois un concept utilisé par des collègues, par des universitaires qui débattent, avec des débats interdisciplinaires sur cette question. Bon, c'est devenu une catégorie administrative. Il y a des échelles de radicalisation, il y a des services, il y a des coordinateurs sur les questions de radicalisation. Bref, c'est devenu une catégorie administrative et c'est une catégorie politique. Bon.
Une catégorie politique qui consiste, qui est plutôt mauvaise. On voit bien que être radicalisé, c'est pas une bonne idée en politique actuellement. Donc en réalité, on a préféré faire un pas de côté par rapport à ça, en disant au fond, c'est plus un brouillard, une brume qui nous empêche de penser qu'autre chose. Donc on a essayé de trouver, on a fait un travail sur les mots, hein, évidemment. Donc radicalité, c'est pas complètement satisfaisant, évidemment, mais ça l'est sans doute un peu plus. Bon, parce que, et c'est sans doute ce qui fait un peu l'originalité de cette enquête, on montre en réalité qu'il n'y a pas une radicalité qui serait intrinsèque. Fabien vient de le dire à l'instant, la radicalité, c'est relationnel. On est toujours le radical de quelqu'un, si on peut le dire comme ça. Donc c'est un processus qui est un processus relationnel, et il n'existe pas une forme de radicalité, fût-elle djihadiste, mais au contraire, des logiques sociales différentes qui ensuite, dans les relations avec les institutions et autres, peuvent être définies de radicales. Bon, voilà. De la même façon, vous avez écarté le mot terrorisme, qui est un peu compliqué. Là aussi, il y a des références, beaucoup de références de chercheurs sur cette question. Et en fait, l'expression que vous utilisez, c'est violence politique à référence islamique. Ça vous paraît la description la plus opératoire, au fond, pour mener cette enquête? Alors, c'est la description la plus opératoire pour une raison très simple. Le terrorisme, de la même manière, n'est pas un concept. C'est une catégorie politique, et on pourrait dire même une catégorie de disqualification politique. Et attention, dans mon propos, ne pas entendre que j'ai une quelconque appétence ou une quelconque compréhension pour cela. La question est tout simplement que aucun groupe ne se revendique jamais comme terroriste. Il se revendique selon les cas, nationalistes, combattants de la liberté, soldats de l'islam, tout ce que vous voudrez, mais jamais aucun groupe ne se revendique comme cela. C'est une disqualification politique. Les Français caractérisaient le FLN de terroriste. Des chefs d'État actuels ont été caractérisés à un moment donné dans leur vie de terroristes, etc. Donc, à mon avis, si on veut faire un travail sociologique, précisément, de compréhension, ça suppose de mettre à distance un certain nombre de catégories politiques de cet ordre. De la même manière, djihadisme, vous voyez, c'est la question du djihad. Je ne suis pas musulman, je n'ai pas de connaissances théologiques importantes, mais le djihad fait partie des préceptes de la religion, du combat contre ses pulsions, etc. Et d'ailleurs, de très nombreux musulmans eux-mêmes dénient aux groupes qui s'auto-revendiquent comme djihadistes le droit de le faire, en disant mais non, vous salissez, le djihad c'est autre chose, etc. Donc il y a du débat. Donc si on veut être rigoureux, effectivement, violence politique à caractère islamique, c'est la description la plus plate, je puis dire, la moins normative que l'on puisse faire de la chose. Parfois, on a un peu sacrifié, si je puis dire, y compris dans le sous-titre du bouquin, au confort de lecture, parce qu'évidemment, c'est pas une expression c'est pas facile à manier, tout le temps. Mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. Voyez, même quand on dit djihadiste, même si les djihadistes s'auto-revendiquent comme tels, il faut pas prendre ce terme pour une description simple de la réalité. C'est quelque chose qui est un enjeu de lutte, y compris au sein des musulmans. Alors, la fabrique de la radicalité, c'est le titre de votre livre, Fabien Carrier et Laurent Bonelli. Fabien Carrier, fabrique de la radicalité, c'est à prendre au double sens du terme, c'est-à-dire évidemment l'objet central, c'est-à-dire ce processus de radicalisation, ce qui est donné à penser comme ça, et sur lequel on va y venir, vous donner des éléments importants pour comprendre de quoi il s'agit, et puis aussi évidemment la fabrication de la catégorie radicalité, de la catégorie radicalisation par l'administration, par les médias, par tout un tas d'acteurs sociaux. Ça, on a dit 2-3 mots. Alors si on en vient sur le fond de l'enquête, à savoir qu'en est-il de ce fameux processus de radicalisation? Ce que vous mettez à bas, c'est les représentations en termes de chemin, d'échelle, de progression. En fait, vous cherchez, vous, à isoler ce que vous appelez des logiques sociales spécifiques qui permettent de comprendre des parcours, mais des parcours qui prennent, on va le voir, des chemins pour le coup extraordinairement multiples, si multiples que ça devient très difficile en fait de se représenter les choses sous forme d'un diagramme ou avec ces codes couleurs, parce que ces logiques spécifiques, elles sont indépendantes les unes des autres souvent, et du coup l'explication, le travail d'explication sociologique devient très sophistiqué. Si je peux dire juste un mot, ouais, voilà. On voulait se mettre à distance. Au départ, je pense que c'est extrêmement très important dans les débats actuels, des grandes explications tout terrain. Vous voyez, c'est la radicalisation de l'islam, c'est l'islamisation de la radicalité. Vous avez évidemment entendu parler de ces grands débats, par exemple. En réalité, ces grandes choses-là, où c'est la frustration, où c'est à cause des inégalités sociales et économiques. Bon, en réalité, ces grandes explications, elles sont à la fois vraies, fausses, mais en tout cas, elles ne permettent pas de rendre compte de la question. Donc voilà, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de revenir, si vous voulez, à partir d'un travail fin sur les trajectoires des individus et de leurs familles, à des logiques. Et c'est explorer les logiques qui sont derrière, un peu comme faisait Durkheim sur le suicide, c'est-à-dire à l'idée que, au fond, on va trouver un certain nombre d'éléments
commun dans un certain nombre de types d'actes, de types d'engagement ou de types de trajectoires qu'on peut restituer. Fabien Carrier, ça vous a conduit au fond à dégager, à proposer une typologie, à dégager 4 grands types de radicalité. Oui, 4 grands registres, effectivement. Donc, je vais mettre un peu de côté le registre finalement qui en général intéresse le plus, donc le registre utopique. On y reviendra parce qu'il est extrêmement important. Il concerne beaucoup de cas spectaculaires. Exactement. C'est les cas d'engagement les plus durs et ceux sur lesquels je pense on a le plus de matériaux, puisque ce sont les dossiers qui ont produit de fait le plus d'efforts autour et de travaux de la part des éducateurs. Les 3 autres registres donc sont des logiques un peu différentes. À chaque fois, donc un registre qu'on va dire apaisant, qui renvoie souvent à des logiques de mise en ordre de désordres familiaux, qui souvent est très genré, plutôt du côté féminin que masculin, en tout cas dans ce qu'on a pu voir. Un registre dit rebelle, qui est finalement souvent une logique à un début d'engagement, mais souvent individuelle et qui renvoie plutôt à des problématiques familiales et de conflits en fait au sein de la famille, où le registre notamment djihadiste mais radical, le vocabulaire est mobilisé dans ces conflits-là, et un registre agonistique qui sans doute représente en définitive le plus grand nombre de cas de signalement de radicalisation et de ce qu'on entend par radicalisation, où on est sur les cas beaucoup plus de mineurs, les suspects habituels de la justice des mineurs, donc des mineurs souvent très connus par la justice et par la police, avec des familles souvent déstructurées, avec d'importantes difficultés, qui sont pris souvent dans des logiques de délinquance et qui mobilisent en fait un vocabulaire et des références notamment djihadistes dans des logiques de confrontation avec les institutions, l'école, la police, ainsi de suite. Un des intérêts de ce travail, ça a été d'essayer de montrer que ces différents registres-là, qui renvoient à des actes différents, le registre agonistique est beaucoup plus renvoie souvent aux apologies du terrorisme plus qu'autre chose. Ces registres sont clairement adossés à chaque fois à des propriétés sociales spécifiques et particulières. Donc, comme je l'ai dit, au niveau agonistique, on est beaucoup plus sur des familles, les suspects habituels de la justice des mineurs. Par contre, dans le cas des utopiques, dont on va parler, je pense, plus en détail après, et ça a été une des surprises de l'enquête, enfin en tout cas initialement, on s'attendait pas à ça. Les utopiques, on a des familles souvent très stables socialement et des élèves qui sont en général de très bons élèves. Donc voilà, registres différents, modes d'appropriation différentes de ces logiques radicales, enfin djihadistes, de ce référentiel, et qui renvoient à des propriétés sociales particulières. Laurent Bonelli, si on veut reprendre un peu les catégories, donc radicalité apaisante, c'est un peu oxymorique, cette expression. Pourquoi vous avez choisi ce qualificatif d'apaisant? En fait, pour organiser notre matériau, il faut repartir un peu du début de l'enquête. On s'est rendu compte qu'on avait des choses extrêmement hétérogènes, en réalité. On avait à la fois des actes, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de commun entre finalement quelqu'un qui est parti en Syrie, quelqu'un qui a tenté de commettre un attentat, des parents inquiets parce que leur fille a commencé à porter un hijab. Vous voyez, on avait vraiment... Quelqu'un qui tient des propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Qui relève de l'apologie ou qui se réjouit du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Bon, on avait, vous voyez, des choses extrêmement hétérogènes. On s'est dit comment on peut organiser ça. On a organisé d'une manière très simple. C'est-à-dire aussi, on avait affaire à des mineurs. Et l'univers des mineurs, c'est d'abord la famille, c'est l'école, c'est les copains, et c'est pas le travail, par exemple. Donc en fait, on l'a organisé de 2 manières. On a fait la sociologie, mais de la vieille, c'est-à-dire aussi, on a essayé de croiser intégration. Est-ce qu'ils sont individuels ou dans un groupe? Et régulation. Est-ce que la famille régule fortement ou faiblement? Et c'est ça qui nous donne nos 4 catégories. Donc on a effectivement des oxymores. On se retrouve avec des choses où effectivement on rend compte que très souvent vous avez des familles dans lesquelles des enfants sont dans des situations compliquées, des familles avec des problèmes, etc. Et vont trouver dans la religion, vont chercher dans la religion, en tout cas une manière de se mettre en ordre, de trouver une paix, de trouver une voie, en tout cas, qui leur permet de faire face au quotidien. Bon. Alors ça c'est intéressant. Donc on l'a appelé apaisant parce que c'est une manière apaisante. Et ça devient une radicalité. Et là c'est une oxymore. Effectivement, pourquoi ça devient radical? Dans l'essentiel des cas dans notre société, ça ne pose pas problème. Ça va poser problème quand précisément. Et là, on a par exemple des cas de conversion, quand cette conversion va achoper, on y reviendra, je pense, dans la deuxième partie de cette émission, avec les valeurs familiales. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est signalé que parce que des parents, par exemple, athées, des parents catholiques, vont voir, effectivement, dans cette conversion à l'islam, non seulement quelque chose qu'ils ne comprennent pas toujours, mais souvent une remise en question d'eux-mêmes. On a par exemple, vous voyez, des pères alcoolos, mères volages. Quand la gamine commence à prendre le voile en disant je suis contre l'alcool et pour la fidélité, bon, on peut le prendre pour soi. On se trompe pas complètement. Et ça donne effectivement dans un contexte particulier des signalements. C'est ça, vous voyez, qu'on a essayé à chaque fois de décortiquer. Donc on va le retrouver là-dedans, on va le retrouver pour la question rebelle. Et les 2 gros volumes, si vous voulez, qu'on a dans notre enquête, c'est effectivement
ces jeunes qui sont en conflit avec les différents types d'institutions et qui voient, si vous voulez, dans ce registre, la manière sans doute la plus efficiente et la plus efficace aujourd'hui de déstabiliser les acteurs institutionnels. C'est extrêmement fréquent. Et le deuxième, et ça, vous l'avez dit, heureusement c'est limité en nombre, mais on a quand même 75 gamins qui sont véritablement dans une logique d'engagement idéologique et politique qui les amène, vous voyez, jusqu'à des actes extrêmement sérieux, puisque un certain nombre d'entre eux sont partis ou ont essayé de partir en Syrie, et un certain nombre d'autres ont essayé de commettre des attentats. Alors ça, c'est ceux que vous appelez les utopiques. Et le mystère, au départ, c'est de constater les origines sociales, culturelles, de beaucoup de ceux-là. Ce ne sont pas les délinquants dont vous parliez pour la plupart d'entre eux juste auparavant et qui relèvent de l'autre catégorie. Ce sont plutôt au contraire ceux de l'ensemble qui appartiennent le plus aux catégories favorisées, qui ont vécu des enfances moins traumatiques que les autres. Donc effectivement, c'est assez mystérieux. Comment vous avez tenté de répondre à ce mystère par cette enquête, Fabien Carrier ? Donc vous l'avez dit, effectivement, vous avez c'est tout à fait le cas. Ce sont des familles stables, plutôt issues des classes populaires. Alors, les parents sont souvent des immigrés de première génération, venus pour l'essentiel des pays du Maghreb. Mais une des particularités importantes de ces parents, ce sont souvent des parents qui, du fait de leurs histoires familiales, des endroits où ils se sont installés, sont souvent coupés des communautés immigrées, en fait, en définitive. On a l'impression souvent, à la lecture des dossiers, que ce sont des parents qui ont, en quelque sorte, brûlé leur vaisseau en arrivant en France et qui, du coup, cette histoire familiale particulière, cette installation-là, le fait qu'ils soient souvent dans des logiques d'ascension sociale, à minima, le fait qu'ils vont jouer à fond la carte de l'intégration. Et dès lors, quelque chose d'assez fondamental dans ces familles, qui se retrouvent systématiquement dans une grosse majorité des rapports, qui est dit explicitement par les parents, il y a un projet parental important, et une volonté d'intégration et d'ascension des mineurs via l'école, via la réussite scolaire. Et c'est important, ce sont des familles des classes populaires, mais qui mettent les moyens pour que la réussite scolaire se fasse. Et ça a des effets. Ce sont des mineurs qui ont généralement bien intériorisé, en définitive, les logiques scolaires, qui sont, alors pas forcément toujours très bons, mais au moins adaptés scolairement, qui répondent à la norme, qui ne posent pas de difficultés, qui sont présents systématiquement en cours, ainsi de suite, jusqu'à un certain point. C'est précisément là un des éléments importants, je pense, de ce travail-là. On a constaté que soit au moment de la troisième, soit de la seconde, donc dans les moments vraiment de sélection scolaire, d'orientation et de compétition scolaire très forte. Tout à fait. Se développe un rapport beaucoup plus contrarié, en définitive, à l'école. Typiquement sur les cas majoritaires que l'on peut avoir dans ces logiques-là, ce sont donc j'ai dit donc. Les familles sont souvent installées dans des villes petites ou moyennes. Les enfants passent en fait d'un collège de banlieue, plutôt homogène socialement, à un lycée de centre-ville, où les choses sont beaucoup plus hétérogènes, les attentes aussi scolaires sont beaucoup plus fortes, et souvent leur statut change radicalement. De bons élèves, ils deviennent des élèves médiocres, en définitive. Ils n'arrivent plus à s'accrocher et à répondre en fait aux attentes de l'école. Ils sont souvent victimes d'une forme de racisme tout court, typiquement de la part des autres élèves. Ce sont souvent les seuls arabes de la classe. On a un cas d'un jeune qui se fait comme ça qualifier par les autres lycéens de sa classe de terroriste de Ben Laden, ce qui de fait a des effets. Et ce développement d'un rapport contrarié, donc ce sont des jeunes qui jusque-là ont été maintenus sous une forme de cloche parentale, qui du coup en général ont une mauvaise idée en fait de leur position sociale effective. Cette ascension scolaire va être une forme de déchirement du voile. Ils se rendent compte d'un seul coup, très brusquement et très brutalement, de ce qu'est leur situation. Ils tombent de haut en quelque sorte, voilà. Laurent Bonelli. Oui, c'est-à-dire qu'ils tombent de haut. Ils ont cru, les parents les ont poussés, tous les poussent à se penser comme des bons élèves, et puis là, ils arrivent effectivement dans un endroit où là, ils sont pas préparés à la compétition scolaire, et là, finalement, ils en prennent plein de la figure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, à partir de là, ils ont, vous l'avez compris, des appétences scolaires. C'est-à-dire, c'est des gamins, vous voyez, qui lisent, ils ont une socialisation au travail scolaire. Et donc, ils vont trouver dans l'idéologie djihadiste, une manière de reconvertir cette appétence scolaire en prenant symétriquement le contre-pied de la famille et de l'école. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Dans cette situation-là, ils ne peuvent pas remplir la mission parentale qui leur a été, dont ils étaient chargés, et donc ils vont prendre le contre-pied, vous voyez, à la fois de la famille et de l'école. Il y a un très beau texte de Bourdieu là-dessus qui s'appelle Les contradictions de l'héritage, qui montre ça très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tout simplement, la contradiction à l'école, c'est de dire, vous me dites l'évolution, moi je vous dis Dieu. Et face à la famille, c'est dire, vous nous avez coupé des origines, donc on réinvente une communauté idéale.
Et ce qu'on voit bien se faire dans l'enquête, c'est que au départ, c'est un processus qu'on est en train de décrire, c'est extrêmement fréquent. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, heureusement, ceux qui deviennent djihadistes sont une infime minorité de tous ceux qui rencontrent cette expérience sociale que vous décrivez. Tout à fait. C'est d'où l'absurdité des profils. Le terme profil est une absurdité sociologique. C'est-à-dire, on peut comprendre rétrospectivement pourquoi des gens ont fait quelque chose, prédire que des gens qui ont ces caractéristiques le feront est absurde. Des gens qui ont ces caractéristiques, il y en a des dizaines de milliers. Certains se suicident, d'autres deviennent anorexiques, d'autres trouvent d'autres moyens, les psychiatres et les psychologues. Mais ce que vous dites là a des implications très importantes, ou devrait avoir des implications très importantes en termes de politique publique. Tout à fait. Je pense que ça, c'est l'une des idées de là-dedans. Donc voilà. Donc, alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a ça. Et comment est-ce qu'on passe de ce désajustement à l'engagement? C'est un processus collectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont commencer à chercher des gens qui sont comme eux. Ils vont trouver des gens comme eux. Et trouver des gens comme eux, vous passez, vous voyez, de l'échec individuel à la question collective. Et progressivement, vous politisez ce discours collectivement. Et c'est-à-dire, vous instaurez des chaînes de sens entre les choses. S'il se passe ça, c'est la conséquence de ça, de ça, de ça, de ça. Et c'est ça qui donne ensuite les engagements effectifs. Alors on parlera des conséquences que devraient avoir les résultats que vous produisez sur la manière de bâtir des politiques publiques, de lutte contre ces violences et ces trajectoires dans la deuxième partie de l'émission. Mais après avoir fait le détour par un cas singulier, celui qui a été abordé dans une série de podcasts, Ma fille sous influence, qui a été diffusée sur France Culture, on en parle dans la deuxième partie avec Rémi Diboski-Douat. La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français, c'est une enquête de Laurent Bonelli et Fabien Carrier, qui sont tous les deux aujourd'hui les invités de la suite dans les idées. Enfin, une enquête pour mieux comprendre les trajectoires de ces jeunes djihadistes français, trajectoires dont on disait à l'instant qu'on ne saurait réduire à des profils tant elles mobilisent des logiques spécifiques, sociales, complexes, que cette enquête a le grand mérite de mettre à jour, et que cette enquête du coup nous permet de comprendre, peut-être en vue, on le verra plus tard, de peser au fond sur la manière d'appréhender ce phénomène pour les pouvoirs publics. Mais une autre façon d'aborder cette réalité qui concerne encore une fois un tout petit nombre de cas, c'est l'approche classique journalistique qui consiste à par exemple aller rencontrer des gens, ce que n'ont pas fait Laurent Bonelli et Fabien Carrier, puisqu'ils ont travaillé sur les dossiers, ce qui est toute l'originalité de l'enquête. Alors du coup, votre regard, Rémi Diboski-Douat, est complémentaire en quelque sorte, il apporte cette approche journalistique. Dites-nous peut-être comment s'est passé ce travail original, Ma fille sous influence, dont vous avez restitué une histoire. On a restitué une histoire parce qu'à l'origine, ça devait être un travail assez classique, journalistique, sur la ville de Trappes. Trappes qui détient en quelque sorte le triste record national du nombre de départs si on le rapporte au nombre d'habitants. On parle de entre 70 et 80 départs selon les estimations. Donc on avait envie avec Laure Marchand d'enquêter sur cette ville. Et puis en rencontrant les protagonistes de ce qui pourrait être cette enquête, on a rencontré l'une d'elles, Nathalie, qui s'est avérée extrêmement volontaire dans le fait de raconter son histoire, mais pas seulement de raconter son histoire entre 14h et 17h un jour avec deux journalistes qui viennent la voir, mais vraiment de s'investir dans un travail qui nous a fait entrevoir la possibilité de restituer en quelque sorte des bribes d'histoire du temps présent, de quelque chose en train de se construire dont on ne supposait pas, ni Laure Marchand ni moi, la teneur, la manière dont ça allait évoluer, puisque on a enregistré l'histoire en train de se faire. Et donc on a été plus séduit à ce stade-là de notre enquête par cette hypothèse-là de travail que par une enquête classique sur Trappes. Ça a donné lieu à ce podcast qu'on peut toujours écouter, il suffit de chercher sur le site de France Culture, Ma fille sous influence. Vous l'avez écouté, vous, sociologue qui avez travaillé sur... Vous y avez retrouvé, au fond, incarné ce que vous avez vu dans les dossiers que vous avez compulsés ?
Alors c'est évidemment compliqué dans la mesure où on a simplement écouté la chose. Il faudrait sans doute beaucoup d'autres éléments, mais c'est typiquement quelque chose qui pour nous relève de ce qu'on a qualifié de radicalité rebelle. C'est-à-dire à un moment donné, on voit comment la construction dans une famille, et l'on voit bien. Bon, alors je le fais vraiment à la louche, hein, mais on voit une famille athée où on cause la question de la religion, y compris à marquer négativement les parents dans leur enfance. Le père le dit, il dit voilà, je voudrais qu'on soit athée. C'est des intermittents du spectacle, on a du capital culturel, une vie bohème, on le dit, voilà, et on a une gamine qui prend complètement le contre-pied de tout ça, en rentrant, en se convertissant à l'islam, et on voit bien que dans la famille, ça pose problème. C'est-à-dire qu'évidemment, les commentaires que font le père et la mère sur l'islam, on voit que c'est évidemment très... Ils font comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent. Non, mais on comprend parfaitement. Mais c'est pas un hasard, si vous voulez. Je reviens, vous voyez pourquoi je vous parle de la question de la question rebelle, c'est que nous, dans les catégories rebelles, c'est là qu'on a vu, par exemple, la majorité des cas de conversion. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à la fois, vous voyez, une conversion une pratique, l'intensification de la pratique dans une famille musulmane, je dirais, pose souvent moins de problèmes que dans une famille qui est athée ou qui est catholique. Pour une raison très simple, c'est que très souvent, les parents ont les grilles de lecture pour savoir, au fond, ce qui est radical, ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Très souvent, ça peut être vu comme une manière positive, etc. À l'inverse, quand effectivement vous êtes athée ou vous êtes catholique et vous voyez une conversion, très souvent vous êtes très loin de tout ça, donc c'est évidemment inquiétant. Il y a un fond général, et alors on le voit, des parents Syrie, oui, non, est-ce que c'est ça, est-ce que les gens qu'elle connaît, c'est des salafistes, et on voit bien qu'il y a des jeux sur les mots, donc c'est véritablement, vous voyez, quelque chose qui est une logique. Alors je pense qu'elle est extrêmement importante, vous voyez, parce que je pense qu'elle est fréquente dans notre société. On a aujourd'hui toute une série de constructions identitaires autour de la religion, et qui, compte tenu d'un contexte plus général, effectivement, d'attentats et de départ vers la Syrie, effectivement, cause un alarmisme extrêmement important, et parfois justifié, du point de vue des parents, du point de vue des institutions et ce genre de choses. D'ailleurs, de façon symptomatique, votre histoire, Rémi Liboski-Doit, démarre par un coup de téléphone de Dounia Bouzar à la mère. Enfin, c'est donc la responsable d'une... Je sais plus comment ça s'appelle. Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Voilà. Donc on est en 2014. Tout part de ce coup de téléphone. À ce stade, tout part de ce coup de téléphone en 2014. Il faut savoir aussi que et les services de renseignement et les pouvoirs publics ne sont pas du tout à ce stade-là équipés comme ils le sont aujourd'hui. Quand je dis équipés, c'est armés, outillés intellectuellement et même dans on est avant politique. Les grands attentats. On est avant 2015. On est avant tout ça. Donc c'est en effet Dounia Bouzar qui décroche son téléphone et qui prévient cette mère de famille, qui lui dit attention, votre fille va partir le 18 octobre, on le sait, on en est sûr, c'est-à-dire qu'on a croisé les informations, ça va se passer. Donc vous imaginez l'angoisse et la peur qui saisit cette famille à ce stade-là, et elle met physiquement le canapé de la maison devant la porte en disant tu ne partiras point, ma fille. Donc, c'est en effet, il faut se replacer dans le contexte historique, en fait, de 2014. Et donc, on a suivi cette mère de famille jusqu'à aujourd'hui, et je continue de m'intéresser au cas de cette famille. Et donc, c'est en définitive l'histoire toute récente qu'on a essayé de consigner, de marquer, d'enregistrer un tout petit peu à notre mesure. On a tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on a non seulement cette jeune fille de 15 ans, sa famille, mais on a aussi les autorités publiques, celles que vous avez également traitées dans votre livre. C'est-à-dire que pour comprendre, vous disiez tout à l'heure, c'est relationnel, il faut vraiment tenir tous les bouts, sinon on comprend pas l'histoire. Fabien Carrier. Oui, tout à fait. Oui, là, c'est assez net. Alors, dans le documentaire, je trouve que la dynamique familiale, en l'occurrence, et les relations entre la fille et les parents est très 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 appuyée. Mais effectivement, cette question aussi des politiques publiques est importante. Je pense qu'on est à une époque où effectivement il y a une réaction infra en 2014. On n'a pas encore eu les attentats de 2015. La mère le dit d'ailleurs très bien. Elle rencontre à plusieurs reprises une espèce de mur, une incompréhension. Et puis ça va changer très rapidement en 2015 et où on va passer quasiment à l'inverse et où ce qui va avoir des effets parfois dans certaines dynamiques familiales, notamment dans les logiques rebelles, des effets terribles en définitive, de montée et d'escalade en définitive, où à la fois les parents et les institutions jouent là-dessus, se posent plein de questions sur tous les pratiques, les faits et gestes de leurs enfants. Est-ce qu'il peut avoir des effets du coup d'entraînement et de braquage des jeunes qui vont jouer la surenchère en définitive. On a un peu, je trouve, ces deux pôles-là et on est arrivé maintenant à un niveau, en tout cas il y a encore quelques temps, de surréaction qui nous semblait en tout cas problématique. Oui, je disais ça, Laurent Bonelli, il faut prendre tous les acteurs en compte parce que vous allez jusqu'à écrire à la fin de votre livre, à mettre en évidence, au fond, une forme de cercle vicieux, de logique circulaire,
où l'on voit des discours publics, des politiques publiques censées lutter contre la radicalisation, en fait, produire de la radicalisation. Alors, dès lors qu'on a accepté l'idée, vous voyez qu'il n'y a pas une forme de radicalité, mais qu'il y a des formes de radicalité différentes. Effectivement, si on laisse de côté la plus sérieuse, c'est-à-dire l'engagement, c'est-à-dire des gens qui ont un engagement politique et idéologique. On peut en penser ce qu'on veut, c'est ce qu'on a qualifié donc de radicalité utopique, c'est des gens qui veulent construire une utopie politique. Bon, c'est quelque chose, on va pas... si on laisse de côté cette question qui a à voir avec la violence politique et l'engagement politique. En réalité, on se rend compte que l'essentiel des gens signalés aujourd'hui en France pour des faits de radicalisation relève à l'évidence des autres logiques. Bon. On disait tout à l'heure que c'est l'agonistique, c'est-à-dire des jeunes en difficulté avec les institutions qui utilisent ça pour déstabiliser les institutions. Souvent, c'est extrêmement commun. Je vous donne un exemple typique. Vous êtes un mauvais élève à l'école, il y a les attentats de 2015, vous avez des minutes de silence qui sont imposées par l'institution, et là, qu'est-ce que vous faites ? Tout simplement, vous perturbez la minute de silence. Enfin, je dirais, c'est commun. Vous avez un très beau texte de Alexandra Hauser sur l'Allemagne, qui montre sur la transmission de la mémoire du nazisme. Que font les bons élèves ? Ils ont intériorisé le discours officiel sur le nazisme. Que font les mauvais élèves ? Ils disent, Heil Hitler. Bon, voilà. Alors, ça fait pas d'eux des nazis. Ça fait des gens qui ont compris que c'est ce qui leur permettait de déstabiliser à la fois les enseignants et les bons élèves. Bon, ça, si vous avez compris que c'est l'essentiel des comportements, et on essaie de le documenter assez finement, vous voyez, de ce genre de choses, évidemment, si vous en rajoutez, si vous surréagissez à des comportements dont l'objet est de vous faire réagir, évidemment, vous voyez que au fond, vous donnez raison à ceux qui vous ont fait réagir. Et donc, leur en donnant raison, vous confortez ce raisonnement comme quelque chose qui marche. Et donc, etc. Et là, vous êtes dans un cercle vicieux où l'institution, au lieu d'enregistrer de la radicalisation, la produit à son tour. Vous l'avez observé dans le cas particulier, cette alimentation au fond de la spirale ? Disons, ce qu'on a observé, c'est la multiplicité des biais par lesquels Emma, donc ce protagoniste, cette jeune femme de 15 ans au moment des faits, pouvait être à un moment donné attirée vers cette radicalité. Et la mère donc d'Emma souligne très bien cet aspect-là en s'interrogeant sur la manière dont elle peut protéger sa fille. Et on s'aperçoit comme des fuites comme ça, dont on ne sait pas maîtriser le flux, qu'elle essaie de mettre une main ici pour empêcher le flux d'Internet de faire son boulot, mais quand c'est plus Internet, c'est les copains, et quand c'est plus les copains, c'est les mosquées informelles, les salles de prière informelles. Et à un moment donné, elle essaie d'envoyer sa fille loin là-bas à Grenoble, et elle se fait rattraper à ce moment-là. Donc on sent cette difficulté qu'il y a à appréhender en fait la totalité des biais par lesquels ces gamins peuvent être radicalisés. Laurent Bonelli. Oui, alors je pense que là il y a un effet de lecture qui est lié aussi, je pense, à la famille et ce genre de choses, qui est, je pense, c'est à la fois c'est vrai, et il y a sans doute une dimension qu'on oublie là-dedans, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'au fond, notamment cette gamine et ceux qu'on a pu étudier, sont pas des marionnettes, c'est pas des poupées de chiffon, si vous voulez, complètement vierges, etc. On oublie un peu la subjectivité, la capacité à précisément s'engager. Et c'est sans doute, vous voyez, un des termes qui est sans doute problématique dans un certain nombre de discours sur la manipulation mentale, sur l'emprise, sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on aurait des marionnettistes cachés, vous voyez, qui pourraient à chaque fois mouvoir les gens. Non, en réalité, ça on a pu l'observer très finement. C'est-à-dire dès lors que, des gens adhèrent à un certain nombre de discours, c'est tout simplement parce que ce discours résonne avec leur expérience personnelle, familiale, scolaire, etc. C'est-à-dire que les gens, c'est pas parce que vous lisez un texte qu'il produit, les travaux de sciences sociales le montrent très bien, l'idéologie n'est pas opératoire en elle-même. Ce n'est pas, vous vous souvenez de ces analyses de la Commune où on pensait que les communardes jetaient des cocktails Molotov sur les Versaillais parce qu'elles avaient lu Lamartine. Bon, et oui, vous lisez Lamartine et paf, vous allez jeter un cocktail Molotov. Donc, de la même manière, vous avez un certain nombre de discours, par exemple sur l'autoradicalisation, vous voyez une vidéo sur Internet et paf, non. On se rend compte que précisément... Toutes choses qu'on a pu lire sur la violence dans les films, enfin sur le copycat. Tout à fait, exactement, ce genre de choses. Bon, non, ça marche pas comme ça. Pour que ça marche, il faut que ça entre en résonance avec une expérience singulière, il faut que ça soit collectivisé, et très souvent, qu'il y ait un lien aussi d'escalade avec les institutions, l'institution pouvant être la famille. Nous, ce qu'on a observé par rapport à ce que vous dites, là, c'est la résonance qui nous semble être très active, c'était l'empathie.
l'empathie que cette jeune femme a à tous égards et pour tout le monde. C'est une souffrance énorme dans le fait d'observer la souffrance immédiate à côté de chez soi, mais la souffrance à l'autre bout du monde et peut-être en particulier dans les territoires palestiniens, enfin dans ces endroits où justement il y a pu y avoir pléthore de vidéos pour sensibiliser. Et c'est vrai que cette empathie, elle semble l'avoir exprimée à tous les stades de l'histoire et avec tous les membres de sa famille. La souffrance à distance, pour reprendre le titre d'un livre de Luc Boltanski, mais ça pose une vraie question qui est la place des médias au fond dans ce contexte où effectivement on peut être en empathie très forte et ressentir un besoin d'engagement pour quelque chose qui se passe aux antipodes, à l'autre bout du monde, dans une autre culture. Ça pose la question du rôle des médias dans cette affaire, parce que vous disiez tout à l'heure alimenter la spirale, c'est finalement nourrir cette forme de provocation. On comprend bien le mécanisme intrafamilial, par exemple, qui repose sur des ressorts psychologiques connus. C'est plus compliqué à comprendre à l'échelle d'une société, c'est-à-dire comment, au fond, la spirale est alimentée par des médias. Et là, vous remarquez le rôle très important des médias mainstream, sans doute beaucoup plus important que Internet, qui est en général pointé comme le diable, comme le canal par lequel tout arrive. En fait, BFM est peut-être un petit peu plus inquiétant que Internet, Laurent Bonelli. Oui, alors je pense que ce qui est tout à fait intéressant dans ce qu'on a vu, au moins pour je dirais pour l'ensemble des mineurs au fond. Ceux qui partent en Syrie, on se rend compte que évidemment ils sont, et vous le disiez à l'instant, ils sont effectivement happés par ce qu'ils voient, les enfants qui sont massacrés, bon, etc. Ça c'est évidemment tout à fait exact. Mais on se rend compte qu'en réalité, ceux qui partent vraiment, c'est parce que ça résonne très particulièrement avec, ils projettent sur la Syrie tous les problèmes qu'ils ont ici. Au fond, ils ont rompu avec les parents parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire dans leur mission. Donc à ce moment-là, partir, mettre de la distance par rapport aux parents, c'est quelque chose d'important. La question de la sexualité n'est pas réglée. En Syrie, elle sera réglée. En Syrie, il y aura les meilleures écoles coraniques dans lesquelles on pourra étudier. Donc en réalité, ils projettent tout ce qu'ils ont ici là-bas. Et évidemment, très souvent, ils arrivent là-bas et ils sont déçus. Parce qu'évidemment, ils n'attendent pas, la réalité, évidemment, n'est pas conforme à leur projection. Ça, c'est évidemment la chose qui est la plus importante. Bon, effectivement, dans la diffusion de vision et de division du monde djihadiste, c'est pas Internet qui fait ça, c'est pas le prêche dans une mosquée. En réalité, vous vous rendez compte que l'ensemble du bouillonnement public sur cette question, les discours alarmistes d'un certain nombre de premiers ministres, le discours alarmiste d'un certain nombre de reportages, de médias, etc., contribuent beaucoup plus à diffuser ces catégories du monde. Le monde serait divisé entre mécréants et croyants, entre etc. Ce genre de grandes catégories de pensée, elles sont beaucoup plus diffusées par un débat public général que par des médias extrêmement spécialisés. Voilà. Donc dans ce cas précis, si vous voulez vous en saisir, et nous on l'a vu par exemple sur les jeunes utopiques, la plupart des jeunes agonistiques, bon, vous êtes un petit délinquant, en réalité vous savez que vous ne vous battez pas pour faire advenir un État islamique. Mais vous pouvez reprendre assez spontanément ce que vous avez entendu aux journées télévisées en disant voler un mécréant, c'est pas voler. Merci Laurent Bonelli, merci Fabien Carrier. Je rappelle que vous êtes les auteurs tous les deux de La Fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français, un livre très important dont on espère qu'il sera lu par ces responsables politiques, en particulier dont je parlais tout à l'heure, pour mieux comprendre ce à quoi nous avons tous affaire, et puis lu plus largement par tous ceux qui ne veulent pas se résoudre à ne pas comprendre des choses aussi terribles soient-elles. Merci Rémi Dibowski-Douat. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Laure Marchand de Ma fille sous influence, cette série de 5 podcasts que l'on peut retrouver sur le site de France Culture. D'ailleurs, sur le site de France Culture, vous avez aussi la page de La Suite dans les idées où vous pouvez réécouter cette émission et vous pouvez vous abonner au podcast.